250 000 $ en or, chaque jour. Ce chiffre stupéfiant est la première chose que Parker Schnabel entend lorsque son guide sort soigneusement un lingot d'or de 45 onces fraîchement coulé de l'eau de refroidissement et le place devant lui. Le métal est encore chaud, à cause de la coulée, sa surface brille sous les lumières crues de l'installation de traitement, et Parker ne peut le quitter des yeux. 4 barres, exactement comme celles-ci, sont produites ici toutes les 24 heures, jour après jour, semaine après semaine, générant un niveau de richesse qui semble presque impossible à comprendre. Au moment où les chiffres sont pleinement expliqués, l'ampleur de l'opération devient encore plus époustouflante. Près de 90 millions de $ d'or sortent chaque année de cette unique mine brésilienne, le tout extrait d'une énorme fosse creusée dans la terre. Parker a passé toute sa carrière à rechercher l'or à travers le Yukon, luttant contre des hivers rigoureux, des pannes d'équipement et des conditions de sol imprévisibles. Pourtant debout ici, entouré d'une exploitation minière opérant à un tout autre niveau, il se sent captivé d'une manière qui le surprend lui-même. On ne peut cacher l'enthousiasme dans sa voix alors qu'il regarde le processus se dérouler. La taille des machines, l'efficacité des opérations, la quantité d'or qui circule chaque jour dans le système, tout cela déclenche quelque chose au plus profond de lui. Ce n'est plus seulement de l'admiration, c'est une ambition qui prend forme en temps réel. Parker regarde autour de lui et voit un avenir qui semble soudain plus grand que tout ce qu'il a jamais imaginé. Les chiffres continuant de frapper plus fort à mesure qu'il reste longtemps. Cette seule mine produit environ 6 fois la quantité d'or que l'ensemble des opérations de Parker au Yukon peut produire en une saison, et ce, en l'espace de quelques mois. La comparaison est impossible à ignorer. Chaque tapis roulant, chaque excavatrice, chaque camion circulant sur le site semble renforcer le même message. Il y a des niveaux dans l'exploitation minière que Parker n'a pas encore atteints. Ce qui se passe ensuite prend tout le monde complètement au dépourvu. Avant la fin de la visite, le propriétaire de l'exploitation se tourne vers Parker avec une expression sérieuse. Il ne donne ni conseil ni félicitations. Au lieu de cela, il le regarde directement dans les yeux et suggère quelque chose de bien plus inattendu, une chance de s'impliquer dans un monde que Parker n'observe que de l'extérieur. Le voyage qui a amené Parker à ce moment a commencé à des centaines de kilomètres de là. Son convoi avait poussé vers le nord, à travers les vastes paysages entourant le Pantanal, se dirigeant régulièrement vers une destination qui avait été mise en évidence sur sa carte dès le début de l'expédition brésilienne. Le nom de cette destination était Poconé, une ville dont Parker avait parlé à plusieurs reprises, comme s'il s'agissait d'un lieu mythique. Pour lui, cela représentait le saint Graal de l'exploitation minière en roche dure. La raison se trouve sous le sol lui-même. Il y a des millions d'années, de puissantes forces tectoniques ont plié et fracturé la Terre sous ce qui est aujourd'hui Poconé. Ces fractures ont créé des voies qui ont permis au magma riche en minéraux de remonter à travers la croûte. Au fur et à mesure que le magma s'est refroidi au fil d'innombrables âges, il s'est solidifié en de vastes réseaux de veines de quartz transportant des concentrations d'or que les mineurs extraient encore aujourd'hui. L'ampleur de la formation géologique est étonnante. Ces veines aurifères s'étendent sur près de 55 000, traversant la région comme une autoroute souterraine de la richesse. Des géologues du monde entier viennent ici simplement pour étudier la formation, car bon nombre de ces caractéristiques semblent défier les attentes conventionnelles. L'or est plus profond, les teneurs restent plus constantes, et les gisements semblent plus accessibles que de nombreux experts ne le pensent. Pour Parker, l'attrait est évident. L'exploitation minière des roches dures l'a toujours fasciné, mais entrer dans ce monde se heurte à d'énormes obstacles financiers. Contrairement à l'exploitation déplacée où une équipe qualifiée peut établir une opération productive avec des investissements relativement modestes, l'exploitation des roches dures nécessite des capitaux massifs avant que la première once d'or ne soit récupérée. Les risques sont plus grands, mais les récompenses le sont aussi. Chaque mine disséminée dans la région de Poconé tire sa richesse du même système géologique. Plus de 30 opérations actives exploitent les filons extrayant collectivement d'énormes quantités d'or, année après année. La valeur des gisements souterrains restants est estimée à plusieurs milliards, ce qui fait de la région l'une des zones de production d'or les plus importantes du Brésil. Chaque mineur qui nous rend visite repart avec la même pensée. De telles opportunités ne se présentent pas très souvent. À mesure que le convoi s'enfonce dans la région des signes de l'industrie minière, commencent à apparaître partout
Des parcs à matériel bordant les routes. D'immenses dépôts de carburant desservent des flottes de camions de transport fonctionnant 24 heures sur 24. Les installations de réparation composées de mécaniciens diesel restent actives jour et nuit, garantissant que les énormes machines de la région ne restent jamais inutilisées longtemps. Plus Parker se rapproche de Poconé, plus il se rend compte qu'il ne s'agit pas simplement d'un district minier. C'est toute une économie construite autour de l'or. Tout ce qui est nécessaire pour soutenir des opérations à grande échelle se trouve à proximité. Les fournitures, les pièces, la main-d'œuvre, le transport et l'expertise technique sont tous facilement disponibles d'une manière qui serait inimaginable dans les coins isolés du Yukon où Parker travaille normalement. Il ne peut s'empêcher de comparer les deux mondes. Au Yukon, chaque gallon de carburant, chaque pièce de rechange et chaque pièce d'équipement doivent être soigneusement planifiées et transportées sur de vastes distances. La météo peut arrêter les chaînes d'approvisionnement sans avertissement. Des opérations entières dépendent du timing et de la chance. Ici, l'infrastructure semble conçue spécifiquement pour éliminer ces obstacles. L'un des aspects les plus remarquables de Poconé est la nature même de la roche. La plupart des mines de roche dures nécessitent des forages et des dynamitages approfondis pour briser le minerai avant de pouvoir le traiter. Mais ici, les conditions sont particulièrement favorables. La roche est suffisamment tendre pour que les excavateurs puissent y creuser directement, tout en restant suffisamment stable pour supporter de grandes opérations à ciel ouvert. C'est le genre de scénario géologique dont rêvent que les mineurs, mais qu'ils rencontrent rarement. Parmi toutes les opérations réparties dans la région, une se démarque des autres. La mine d'or Salinas domine le paysage et l'industrie locale. Couvrant environ 1200 acres et employant plus de 600 travailleurs, elle opère à une échelle qui éclipse la plupart des projets miniers que Parker ait jamais vus. Chaque jour, l'usine de traitement traite environ 11 000 tonnes de matériaux. Des excavatrices géantes creusent les parois de la fosse avec une précision implacable, tandis que d'énormes camions de transport se déplacent en permanence le long de routes soigneusement conçues. L'opération fonctionne comme une machine vivante avec des milliers de pièces mobiles travaillant ensemble dans une coordination presque parfaite. Pour Parker, l'expérience est une leçon d'humilité. Il a bâti une carrière minière très réussie et s'est imposé comme l'un des mineurs de placé les plus respectés en Amérique du Nord. Pourtant, Salinas représente un niveau d'exploitation minière totalement différent. La main-d'œuvre à elle seule dépasse la population de certaines des petites communautés du Yukon qui soutiennent les opérations minières saisonnières. Le responsable de cette énorme entreprise est un mineur brésilien nommé Ney. Lorsque Parker le rencontre près du bord de la fosse, il remarque immédiatement une confiance tranquille qui vient de plusieurs décennies d'expérience. Ney n'a pas besoin de se vanter de ses exploits. Son mien parle assez fort tout seul. Par l'intermédiaire d'un traducteur, Ney commence à raconter comment il en est arrivé là. Bien avant de posséder l'une des plus grandes mines d'or du Brésil, il travaillait derrière un simple comptoir de vente de matériel minier. Il n'avait alors que 19 ans et soutenait une jeune famille. L'exploitation minière le fascinait et il finit par abandonner la sécurité du travail de vente au détail pour rechercher des opportunités dans les régions minières isolées du Pará. Ces années l'ont changé à jamais. Le Pará était une frontière dure et dangereuse où les opérations légales rivalisaient avec d'innombrables camps miniers informels. Les conditions étaient brutales, les erreurs coûtaient cher, et la survie dépendait souvent de l'expérience acquise à la dure. Ney a été témoin du succès et du désastre, tirant des leçons qui façonneront chacune des décisions qu'il prendra pour le reste de sa carrière. Au moment où il a quitté la frontière, il avait développé les instincts de quelqu'un qui avait fait l'expérience de l'exploitation minière sous sa forme la plus brute. Il comprenait les conséquences de lésiner sur la sécurité, de négliger l'entretien des équipements ou d'ignorer la discipline opérationnelle. Plus important encore, il comprenait comment les opérations réussies se distinguaient des échecs. Ces leçons sont devenues la base de tout ce qu'il a construit par la suite. Au cours de sa carrière, Ney aurait récupéré environ 1 million, 2 millions d'onces d'or. Au prix actuel, cela représente une production d'une valeur de près de 2 milliards 400 millions de dollars. Les chiffres sont extraordinaires, mais ce qui impressionne encore plus Parker, c'est la manière méthodique avec laquelle Ney aborde l'exploitation minière. Chaque aspect de l'opération reflète des années de connaissances durement acquises. Debout, au bord de la fosse, Parker baisse les yeux, tandis que le guide de Ney pointe vers une épaisse bande minéralisée traversant le sol de l'excavation. Le guide explique qu'il s'agit de la principale veine aurifère.
Des veines plus petites s'en ramifient dans toutes les directions, créant un motif qui ressemble à des côtes s'étendant à partir d'une colonne vertébrale. La comparaison prend tout de suite du sens. Des veines de quartz blanc transportant de l'or serpentent à travers la roche environnante, créant des cibles claires pour les équipes minières. Plutôt que de compter lourdement sur le dynamitage, les opérateurs d'excavatrices suivent simplement ces veines plus profondément dans la terre, éliminant ainsi les matériaux aurifères avec une efficacité remarquable. Chaque scoop les rapproche d'une autre section du gisement. C'est ce qui rend Poconé si unique. Dans la plupart des exploitations de roches dures à travers le monde, d'énormes sommes d'argent sont dépensées en forage et en dynamitage avant même que l'exploitation minière puisse commencer. Ici, la nature a créé des conditions qui permettent aux mineurs d'accéder aux minerais avec beaucoup moins d'efforts et de dépenses. C'est une combinaison rare de géologie, d'accessibilité et de minéralisation qui explique pourquoi tant de mineurs considèrent cette région comme l'un des plus grands districts aurifères de la planète. Alors que Parker regarde les excavateurs suivre méthodiquement les veines riches en or plus profondément dans la fosse, une pensée ne cesse de lui revenir à l'esprit. Pendant des années, il a dominé le monde des mines de placé. Mais debout ici, entouré d'une entreprise de hard rock qui produit des fortunes chaque jour, il commence à imaginer ce qui pourrait arriver s'il décidait de poursuivre quelque chose d'encore plus grand. Des explosifs sont chargés. La montagne frémit. Le coup est brutal et le calendrier est lent. Poconé n'en a pas besoin. Le gisement repose sur une roche sédimentaire meuble suffisamment molle pour que les excavateurs puissent creuser librement et suffisamment dur pour que les parois de la fosse conservent leur forme. Parker appelle cela un scénario parfait, le rare équilibre géologique que tout mineur de roches dures espère trouver et ne le fait presque jamais. Et le détail le plus précieux est la géométrie. La veine principale de 55 000 ne touche pas la limite des terres de Ney. Il ne coupe pas un coin. Il traverse directement le cœur de la propriété. À partir de là, les nervures se ramifient dans toutes les directions. Ce simple fait est ce qui a fait de Salinas une mine productive, une mine légendaire. Ney n'a pas seulement acheté une mine en 2015. Il a acheté la section la plus précieuse du filon le plus productif du gisement aurifère le plus accessible du nord du Brésil. Tous les opérateurs de la région connaissaient la géométrie. Chaque exploitant voulait le terrain. Ney l'a compris. Et à partir du moment où la transaction a été conclue, sa seule tâche a été de trouver le moyen le plus rapide et le plus propre de tout retirer. Sait-il quel était leur taux de récupération avant lorsqu'ils utilisaient du mercure et quel est leur taux aujourd'hui avec ce système? Lorsqu'ils utilisaient du mercure, c'était environ 90%. Et maintenant, avec le cyanure, c'est 98%. Ouah! Parker regarde les excavateurs travailler sur les nervures et commence à poser des questions techniques par l'intermédiaire du traducteur. Comment identifie-t-il le matériau de la plus haute qualité? Comment suivent-ils l'angle de chaque veine lorsqu'elle descend? Comment estime-t-il le tonnage restant à mesure que la fosse s'enfonce plus profondément? Le guide de Ney répond à chaque question, avec le calme d'un homme qui y répond depuis des années. Salinas ne court pas après l'or. Salinas cartographie l'or. La différence est importante à cette échelle et c'est pourquoi les taux de récupération ici sont supérieurs à ceux de toutes les opérations comparables dans la région. Les 6 milliards. Les tests de forage de Ney sur la propriété indiquent un gisement d'or souterrain total évalué à environ 6 milliards de dollars. Sur ce chiffre, on estime que 2 milliards ont déjà été extraits, ce qui laisse encore 4 milliards dans le sol en attente d'être traités et déversés. L'usine traite 11 000 tonnes de matériaux toutes les 24 heures. Pour mettre cela en perspective, cela représente plus de roches traitées en une seule journée que certaines concessions du Yukon n'en traitent en une saison entière. Et comme la roche ne nécessite aucun dynamitage, le coût d'exploitation par tonne est bien inférieur à la plupart des opérations de roches dures comparables sur le continent. Coût inférieur, volume plus élevé, une réserve de 4 milliards de dollars encore enfouie. Cette combinaison est le genre de calcul qui incite les dirigeants du secteur minier à se pencher en avant sur leur chaise. Il y a un autre avantage que Parker ne peut ignorer. Salinas fonctionne près de 360 jours par an. Ce n'est pas le cas du Yukon. La saison minière au Yukon est limitée par une étroite fenêtre entre le dégel et le gel, et tous les exploitants au nord du 60e parallèle savent que le véritable patron est le calendrier. Poconé
n'a pas d'hiver. Poconé n'a pas de sous-sol gelé. L'usine fonctionne toute l'année. Chaque jour où Parker perd à cause du sol gelé au Yukon Salinas verse 250 000 $ supplémentaires en or. Multiplié sur toute une saison gelée, l'écart devient stupéfiant. Le calcul de la saisonnalité est la partie qui nuit le plus à la confiance de Parker dans sa propre opération. Il a consacré sa carrière à l'ingénierie autour des fenêtres météorologiques. Il a construit son exploitation pour tirer le maximum de valeur d'un été extrêmement court au Yukon. Il est devenu très bon dans ce domaine. Mais Salinas n'a pas besoin d'être bon dans tout cela, car Salinas n'a pas de fenêtre météorologique. L'usine fonctionne en janvier comme elle fonctionne en juillet. Parker se tient au bord de la fosse et calcule les chiffres dans sa tête. Le calcul n'est pas subtil. Le calcul est brutal. Si cette histoire d'or brésilienne fait sensation, cliquez sur le bouton d'abonnement et aimez la vidéo. Le prochain arrêt est l'usine de transformation de Ney, et c'est là que le cerveau de Parker se brise vraiment. Restez avec moi. La plante Ney invite Parker dans la plus grande des installations de traitement de l'exploitation. Il s'agit de l'usine la plus moderne de la propriété et celle qui traite l'essentiel des 11 000 tonnes de production quotidienne. Au moment où Parker franchit la porte, il se trouve face à un système qui n'existe pas à quelque échelle que ce soit pour ses revendications au Yukon. C'est une usine de cyanure. Pendant environ 1 an et demi avant la visite de Parker, chaque gramme de mercure avait été retiré du flux de travail et remplacé par un système au cyanure scellé et surveillé. Le mercure était la méthode de récupération standard dans la région depuis des décennies. Il se lie alors l'extrait du minerai et est cuit pendant le raffinage. Le compromis est que le mercure est toxique lent et considérablement moins efficace que la chimie qui l'a remplacé. Le cyanure correctement conçu est plus rapide, plus propre, et beaucoup plus efficace pour extraire l'or de la roche finement broyée. Le cyanure a également une réputation brutale. Dans un environnement inapproprié, c'est l'un des complexes industriels les plus mortels au monde. Une petite dose peut tuer un adulte en quelques minutes. Dans une installation minière correctement conçue, scellée et surveillée, il s'agit également de l'un des outils d'extraction d'or les plus efficaces jamais développés par l'industrie. La différence entre les deux scénarios réside dans l'ingénierie, et Salinas a dépensé le capital nécessaire pour concevoir la version sécurisée. La transition a été dirigée par le directeur exécutif de Salinas, Vitor Moura, l'ingénieur recruté par Ney pour moderniser l'opération. Vitor accompagne Parker à travers l'installation tandis que Ney le suit. Chaque étape du processus est automatisée et chaque étape est surveillée depuis une seule salle de contrôle centrale. À l'intérieur de cette salle de contrôle, les opérateurs sont assis derrière des murs d'écran. Depuis une seule station, ils surveillent l'ensemble de l'usine. Chaque broyeur, chaque convoyeur, chaque réservoir, chaque goutte de solution de cyanure circulant dans le système. Si une seule lecture dérive en dehors de sa plage de sécurité, des alarmes se déclenchent et l'étage concerné se verrouille automatiquement. La roche sale arrive de la fosse et heurte le premier concasseur. De là, il passe à travers une série de trommelles de grands tambours rotatifs qui filtrent le matériau en fractions de plus en plus fines. Au moment où la roche atteint la cuve de cyanure, ce n'est plus de la roche. Il s'agit d'une boue fine et humide, prête à libérer chaque particule microscopique d'or qu'elle contient depuis des millions d'années. La solution de cyanure attaque la boue et dissout l'or. Chaque particule microscopique qui était autrefois enfermée à l'intérieur du quartz flotte désormais librement sous forme liquide en suspension dans une solution. L'étape de capture est l'élément d'ingénierie le plus élégant de l'usine. Une éponge en acier électrifié est suspendue à l'intérieur du réservoir de récupération. Lorsque le courant la traverse, l'éponge devient un aimant pour l'or. Le métal dissous migre à travers la solution et se lie à l'acier comme de la limaille de fer, s'enclenchant sur un aimant. À la fin du cycle, l'éponge est saturée d'or récupéré. Parker observe le processus en silence. Puis il pose la question que tout mineur en activité qui regarde cela se poserait. Combien a coûté l'ensemble de l'usine, la revanche? 15 millions de $. C'est le chiffre de Ney pour la construction complète de l'usine. Sait-il combien coûte ce moulin? 15 millions de $. Mais l'usine entière, 15 millions de $. Vient ensuite la comparaison de récupération. Avec l'ancien système au mercure, l'opération capturait environ 90% de l'or qui y transitait.
Avec le nouveau système au cyanure, ce chiffre est désormais de 98%, soit un bond de 8 points. Sur un gisement qui transporte 11 000 tonnes de matériaux par jour, sur un or valant des dizaines de milliers de dollars, le kilo 8 points de pourcentage ne représente pas une amélioration marginale. Ce sont des millions de dollars d'or supplémentaires chaque mois qui s'écoulaient dans les résidus et qui finissent maintenant dans la fonderie. Parker insiste sur la question du retour sur investissement. Avec ces chiffres, à quelle vitesse l'usine récupère-t-elle son coût? La réponse donnée est courte. Des mois, pas des années. L'usine de 15 millions de dollars sur ce gisement, avec ce taux de récupération, est rentabilisée en environ 6 mois d'année civile. Mais Ney est clair sur le fait que le dossier financier n'a pas été la partie la plus difficile. La partie la plus difficile de la transition, dit-il par l'intermédiaire du traducteur, n'était pas l'argent. Cela faisait changer d'avis les gens à propos du cyanure. Il a fallu plus de temps que l'ingénierie elle-même pour convaincre la main-d'œuvre, les partenaires et la communauté environnante que le mercure devait disparaître et qu'un système contrôlé au cyanure était en fait la plus sûre des deux options. Des décennies d'habitude ne se brisent pas en un seul trimestre. Selon Ney, cette partie du processus est lente. Parker absorbe chaque mot. Il ne regarde pas seulement une plante. Il regarde un plan, un modèle de ce que peut être une opération de hard rock moderne. Quand l'opérateur a le capital, la conviction et la patience pour pousser l'ensemble du personnel dans la transition avec lui. C'est la partie de la visite qui change discrètement la façon dont Parker envisage son propre avenir. Il a toujours su gérer une exploitation de placé. Il a toujours su extraire l'or du gravier froid avec la bonne combinaison d'équipements d'équipage et de timing. Ce qu'il n'a pas fait, à une échelle significative, c'est d'exploiter une usine de roche dure d'une telle complexité. Salinas est la preuve que cela est possible. Plus que cela, c'est la preuve que le retour sur investissement est suffisamment rapide pour justifier le risque en capital sur le bon dépôt. Parker pose à Vitor quelques questions techniques supplémentaires sur le système de récupération avant de passer à autre chose. Vitor répond à chacun en détail. Salinas ne gère pas une boutique fermée. L'ingénierie n'est pas un secret ici. Le secret réside dans le gisement situé sous la propriété, et le gisement ne peut pas être copié, même si la chimie est ouvertement partagée. La coulée. Après l'étape du cyanure, l'acier saturé d'or est traité, et le métal récupéré est envoyé au four. La température à l'intérieur du four dépasse les 2000 degrés Fahrenheit. L'or passe du solide au liquide devant Parker. L'or fondu est d'abord versé dans une cabine de transfert, une chambre de rétention qui contrôle le débit. À partir de là, une inclinaison précise envoie le liquide dans un moule personnalisé. Le moule reste assis et siffle pendant quelques secondes pendant que le métal se dépose. Ensuite, il est plongé dans l'eau. Le refroidissement est quasi instantané. Waouh, regarde ça. Que va-t-il se passer? Je pense que nous allons voir de l'or fondu. Le résultat est une barre finie de 28 kg 45 onces pures à 99,9% d'une valeur d'environ 90 000 dollars au prix actuel. Parker lève la barre. Il est plus dense qu'il n'y paraît et la surface est encore chaude à cause de l'eau de refroidissement. Il le tourne dans ses mains et la pièce devient silencieuse. Pendant un instant, rien n'a d'importance dans l'usine à part le poids du métal dans ses paumes et la réalisation de ce qui se passait mécaniquement quelques minutes auparavant. Il y a 2 heures, cet or était enfermé dans des veines de quartz dur sous 1200 acres de roches sédimentaires. C'est maintenant une barre finie de 45 onces entre les mains de Parker. Le cycle complet de l'opération Salinas du gouffre au port vient de se dérouler devant lui en une seule après-midi. Et l'opération effectue ce cycle 4 fois par jour, tous les jours, toute l'année. Les mathématiques. Parker suppose que la barre qu'il tient représente une bonne journée. Il pose la question évidente. L'opération produit sûrement plus qu'une seule barre par jour, n'est-ce pas? Le traducteur hoche la tête. 5 à 6 kilos par jour. Environ 4 barres de la même taille toutes les 24 heures. Parker fait le calcul à voix haute. 4 barres à 90 000 dollars chacun. Cela représente plus de 250 000 dollars d'or pur par jour. En termes annualisés, l'opération produit environ 90 millions de dollars par an. La concession de Parker au Yukon est l'une des opérations de placé les plus réussies en Amérique du Nord. Salinas, en une seule journée, verse plus de 6 fois l'or que Parker retire de toute sa saison au Yukon. 6 fois la production annuelle d'une mine de placé nord-américaine de premier plan produite en 24 heures par une exploitation brésilienne sur une partie des terres de Poconé. 6 fois. En une journée.
Parker se tient là les mains sur les hanches. Le calcul est simple, les implications ne le sont pas. Ce qu'il fait au Canada est une bonne affaire. Ce n'est peut-être pas le bon pays. Il demande à Ney depuis combien de temps la production tient à ce rythme. La réponse est cohérente. Salinas produit à peu près ce débit depuis la mise en service de l'usine de cyanure. Ce n'est pas un mois de pointe, ce n'est pas une période de chance. Un chiffre quotidien stable et reproductible tout au long de l'année qui se situe à l'extrémité supérieure de ce qu'une seule exploitation de hard rock peut supporter. Parker réfléchit au cycle de l'équipement au Yukon. Les fenêtres de maintenance, la logistique du carburant, les rotations de l'équipage, l'embauche et la réembauche saisonnière qui définissent chaque année d'exploitation au Yukon. Salinas n'a rien de tout cela. Salinas dispose d'une main-d'œuvre permanente, d'une usine permanente et d'un dépôt qui ne gèle pas. Toutes les frustrations opérationnelles que Parker a jamais connues au Canada n'existent tout simplement pas sur cette propriété. Avant la fin de la visite, Parker pose la question qui reste en suspens depuis qu'il est entré dans la propriété. Que vaut réellement l'opération ? Pas l'or contenu dans le sol, mais l'opération elle-même. Le terrain, l'usine, l'équipement, l'équipe, les contrats, la marque. Ney fait une pause. Il évalue ensuite la valeur à environ 400 millions de dollars. Parker admet tranquillement que c'est le chiffre qu'il avait deviné dans sa propre tête. Je détesterais deviner ce que vaut cet endroit. 400 millions de dollars. C'est en fait à peu près ce que je pensais. 400 millions de dollars pour une mine. Pour une opération. Dirigée par un mineur brésilien qui a débuté derrière un comptoir de vente à 19 ans et s'est frayé un chemin à travers la frontière minière la plus dangereuse d'Amérique du Sud. Alors Ney fait quelque chose d'inattendu. Il adresse une invitation à un partenariat à Parker. Moitié plaisanterie, moitié sérieuse. Il est livré avec un traducteur et un demi-sourire. Le genre d'offre dont on pourrait se moquer dans une conversation normale. Mais ici, après tout ce que Parker vient de voir, cela a plus de poids que ne le suggèrent les mots superficiels. Ney à la caution. Ney à l'usine. Ney a 30 ans d'expérience dans le domaine du droit minier brésilien et de la négociation des frontières. Ce qu'il propose, même en plaisantant à moitié, c'est l'accès à tout cela. L'offre reste en suspens plus longtemps qu'une blague normale. Parker rit doucement et fait un geste vers Ney. C'est lui qui a l'argent, dit Parker en souriant. La blague atterrit, l'équipage rit, mais le calcul sous-jacent est réel, et tout le monde dans la salle le sait. Un homme valant 400 millions de dollars sur papier n'invite pas un partenaire avec désinvolture à moins que quelque chose dans la conversation ne soit considéré comme sérieux. Ney a regardé Parker se frayer un chemin à travers l'opération pendant des heures. Il a répondu à toutes les questions techniques sans hésitation. L'invitation n'est pas aléatoire, c'est une lecture. Parker retourne vers les camions silencieux, toujours en train de faire ses calculs. Il dit qu'il est tombé amoureux de l'industrie du hard rock. Il veut la taille et la puissance, l'échelle. Il veut y participer. Le convoi du Yukon ne rentrera pas chez lui les mains vides. Quoi qu'il arrive ensuite, Parker quitte Pocone avec un ordinateur portable complet, une carte mémoire pleine et une idée claire de ce à quoi ressemble réellement une opération de hard rock de premier plan, à pleine puissance. Le voyage était censé être une tournée. Cela s'est transformé en quelque chose de plus proche d'un argumentaire de recrutement de la part de l'un des exploitants aurifères les plus prospères d'Amérique du Sud. Quiconque a observé Parker pendant plus de 5 minutes sait ce que signifie ce ton. Quand Parker parle ainsi, les choses changent, les plans changent, les équipes sont réaffectées, l'équipement est expédié. Le Yukon n'est pas abandonné, mais un deuxième front s'ouvre. Un nouveau chapitre, un nouveau continent. Le Brésil n'est pas le Yukon. Les permis sont différents. Les lois du travail sont différentes. Le climat politique autour de l'exploitation minière évolue à chaque cycle électoral. Les investisseurs étrangers, même les plus en vue, ne se contentent pas d'entrer et de commencer à creuser. Les relations comptent plus que l'équipement. Ney navigue dans ce paysage depuis 30 ans, c'est précisément pourquoi son invitation à un partenariat à moitié plaisantant a tout le poids qu'elle a. Une poignée de main d'un homme comme Ney, dans un pays comme le Brésil, ouvre des portes qu'aucune expédition d'équipement ni aucune équipe juridique ne pourrait ouvrir seule. Parker le sait, l'équipage le sait, et l'offre est maintenant sur la table à moitié blague ou pas, en attendant la suite. Pocone, avec ses plaques tectoniques plissées et ses veines de quartz valant plusieurs milliards de dollars,
vient de changer la trajectoire de l'un des chercheurs d'or les plus célèbres au monde. La question n'est plus de savoir si Parker reviendra au Brésil. La question est dans combien de temps déposer un commentaire ci-dessous. Parker devrait-il s'associer à Ney sur Salinas, démarrer sa propre opération brésilienne à partir de zéro ou rester fidèle au Yukon?